Je vais vous parler aujourd'hui du bilan lipidique. Vous m'avez posé cette question dans les commentaires sur la dernière vidéo sur le syndrome métabolique. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la voir. J'avais essayé d'aborder les concepts d'hyperinsulinisme, c'est-à-dire de sécrétion exagérée d'insuline, et de résistance à l'insuline, en essayant de démystifier la cause de la conséquence, parce que les implications sont très différentes, y compris en termes de traitement. Et donc, aujourd'hui, le fameux bilan lipidique, c'est-à-dire cholestérol, triglycérides, voilà, qu'est-ce qui est bon, pas bon, comment, pourquoi. Pour commencer, je vais d'abord vous raconter une très rapide histoire, celle du voyage des graisses dans l'organisme, et après, vous verrez, du coup, les choses seront beaucoup plus simples. Allez, je chausse mes stylos, et on y va. Alors, on va commencer avec les protagonistes, les organes. Alors, dans les organes, il y a le foie, ici, sous les côtes à droite, ce qu'on appelle l'hypocondre, mot à mot, c'est sous les côtes, avec au milieu la vésicule biliaire. Il y a aussi notre intestin. Donc intestin grêle et côlon, je ne fais pas trop la différence, le but c'est pas de compliquer inutilement. Il y a les muscles, cellules musculaires, et il y a le tissu graisseux, les réserves de graisse, qui sont des grosses cellules, comme on a vu dans la vidéo précédente sur le syndrome métabolique, avec une grosse vacuole, c'est-à-dire une grosse zone qui va absorber donc les graisses et puis le noyau de la cellule autour. Bon, voilà. Et ça représente une infinité de cellules qui sont plus ou moins collées les unes aux autres, voilà, et les tendons. Voilà, donc ça c'est les principaux protagonistes pour ce que va devenir ce fameux cholestérol, du moins en théorie. Alors, j'absorbe du gras, on commence le chemin. Ces graisses ont une particularité, elles sont majoritairement, presque toutes, ça dépend de certaines caractéristiques, transportées par le système lymphatique, les fameux ganglions lymphatiques qui s'occupent aussi de l'immunité, mais s'occupent de transporter les graisses. Alors, ce qui fait que du coup, le trajet est un peu particulier parce que ça va d'abord au cœur, ça ne passe pas directement par le foie, sauf dans le cas des triglycérides à chaîne moyenne, que l'on aime justement pour booster la cétogénèse. Bon, c'est des cas particuliers, donc on laisse tomber ça, on imagine que ces graisses prennent la voie habituelle, la voie majoritaire, et donc vont arriver dans le sang à un moment donné grâce à la digestion, et vont arriver au foie. De ce foie, ces graisses vont être ensuite adressées spécifiquement comme un courrier dans une enveloppe, d'une part aux muscles, mais aussi aux cellules graisseuses. Et on estime que les organes en eux-mêmes, il n'y a pas que le muscle et la graisse bien entendu, vont renvoyer l'excès de graisse au foie en disant hey, retour à l'envoyeur, nous on est plein. Et le foie derrière va s'en débarrasser au moins en partie, et notamment de l'excédent de cholestérol, en le renvoyant dans l'intestin. Bien sûr, ça peut être réabsorbé, et on recommence le cycle, mais ça peut être aussi éliminé dans les selles. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le grand 8 des graisses. Bon, c'est un schéma un peu simpliste, bien entendu, il n'y a pas certaines glandes qui vont utiliser ces graisses. Et ce qui avait été vite compris, c'est que ces graisses, elles ont des transporteurs. Évidemment, le gras, ça ne se mélange pas avec l'eau, ça fait mauvais ménage, et donc le sang étant fait principalement d'eau, ça ferait des gouttelettes qui pourraient se bloquer dans des vaisseaux très très fins, dans certains capillaires, ce qu'on appelle des embolies graisseuses d'ailleurs, qui peuvent arriver au cours d'interventions chirurgicales, par exemple, même si c'est très rare. Et donc, du coup, il y a un transporteur qui va être donc une espèce de véhicule. Et ce transporteur, donc on peut imaginer une voiture, ce transporteur, en fait, il va bien falloir qu'il puisse être reconnu. C'est comme un peu la carte grise ou l'immatriculation du véhicule. Et donc, il a une espèce de panneau, en quelque sorte, qui va permettre de savoir lequel c'est. Et c'est en fonction de ce panneau, de cette plaque d'immatriculation, de ce transporteur, qu'on va les nommer. Et donc, ces particules, en fait, on les appelle des lipoprotéines. Lipo, parce que c'est plein de gras à l'intérieur et autour, donc ça transporte des graisses à l'intérieur, des vitamines aussi, plein d'autres choses. Et donc, c'est tout entouré d'une membrane particulière que je ne détaille pas exprès, et de la fameuse plaque d'immatriculation. Vous voyez, en voyant de loin, c'est un peu la même chose. C'est un peu pareil vu de loin.
Voilà, ça c'est une lipoprotéine. Et ces lipoprotéines ne sont pas les mêmes en fonction du parcours, évidemment. Donc il y a une voiture spécialisée pour chaque étape du trajet. La première étape du trajet, c'est ce qu'on va appeler en général des chylomicrons. On ne les mesure pas trop en pratique. Et aussi les VLDL. Alors, tout de suite, on va faire un peu d'anglais, comme ça on n'en parle plus, c'est fini. Juste un mot. En anglais, faible ou bas, on dit low. L-O-W. Le contraire, c'est high, grand. La densité, ça s'écrit density. Je prends un accent français exprès. Et l'hypoprotéine, ça s'écrit lipoprotéine, mais on enlève le E à la fin. Et donc, si je veux dire une lipoprotéine de haute densité ou de faible densité, je vais utiliser ces mots-là. Donc L pour low, H pour high. Density, je vais avoir D. Et lipoprotéine, je vais avoir L. Et vous avez reconnu qu'en fait, on a HDL ou LDL, etc. Voilà. Donc tout simplement. Alors, je remets un peu d'ordre dans le tableau, une seconde. Voilà. Donc, ici, chylomicron, bon, on laisse un peu tomber, et VLDL. Ah oui, parce que très, c'est very. Il fallait que j'en oublie un, évidemment. Donc, VLDL. Mais ceux-là, finalement, dans la pratique, on les dose pas trop, ou que dans des cas assez particuliers. Donc ça, c'est l'arrivée au foie. Ensuite, quand ils continuent leur trajet, on passe des VLDL au LDL. Donc, les particules de basse densité, low density lipoprotein. Ok? Donc LDL. Donc LDL, alors là tout de suite, ça y est, ça commence à s'allumer. Ouh, ce ne serait pas le mauvais cholestérol, par hasard, on y arrive. Et le chemin retour, le HDL. Et ici, en réalité, il n'y a plus de transporteur parce que notamment pour le cholestérol, le foie l'a transformé notamment en acide et sel biliaire. Et en fait, c'est via le canal cholédoque et donc dans le duodénum, c'est-à-dire un peu en amont, que ça va se déverser et ça peut être en partie réabsorbé plus bas, ce qui veut dire que ce qu'on excrète, ce dont on veut se débarrasser, peut être réabsorbé. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Voilà, bon, ça a surtout un rôle important pour des médicaments qu'on aurait du mal à éliminer, par exemple. Donc pour résumer, chylomicron, je le mets entre parenthèses, VLDL, LDL, HDL, acide et sel biliaire. Et donc, si on raisonne en se disant, la graisse c'est dangereux, hein, ça va vous tuer, ça va se mettre dans les artères, ça va tout boucher, ça va faire des athéromes, catastrophe. Bon, très bien. Alors du coup, lesquels faut éliminer? Donc là, on va se dire, attendez, ça, c'est des graisses qui arrivent, dangereux. Ça aussi, du coup. Vous avez mangé du gras, ouh là là, c'est pas bien. Par contre, là, ça revient vers le foie pour être éliminé, ouh, ça c'est bien. Alors là, on est content. On est très content. Puis alors là, on est très content aussi. Ça, c'est la vision à deux balles du métabolisme des graisses. On peut faire un tout petit peu mieux, très facilement, sans compliquer les choses. On va se dire, on enlève les a priori, de bon et de mauvais cholestérol, par exemple, ou de bon et de mauvaise graisse, et on va voir en quoi ça consiste. En fait, ces lipoprotéines, elles ne contiennent pas que du cholestérol. Et quand on dit LDL, il faut toujours préciser si ce sont les particules de LDL dont je vous parle ici, ou si ce sont les molécules de cholestérol qu'elles contiennent. Donc, si ma lipoprotéine est du LDL, par exemple, eh bien, ce que je vais pouvoir avoir envie de savoir, c'est, dans cette lipoprotéine, combien j'ai de cholestérol, par exemple. Et ce cholestérol contenu dans les LDL, je vais l'appeler LDL-cholestérol, ou cholestérol LDL. De la même façon, HDL, je vais l'appeler HDL cholestérol. Et éventuellement VLDL, cholestérol, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie cholestérol. Mais il n'y a pas que du cholestérol dans ma lipoprotéine. Hein, là, si je représente des molécules de cholestérol, il peut être libre ou non, je ne rentre pas dans les détails, ça n'a aucune importance pour la lecture d'un bilan lipidique. Il y a aussi d'autres graisses, et puis il y a aussi des vitamines, vitamine E, etc. Et dans ces autres graisses, il y a notamment des triglycérides, qu'on abrège le plus souvent par TG. Triglycérides, voilà. Et donc, les triglycérides, en général, on va vous donner un total de triglycérides sans préciser si c'est du triglycéride LDL, HDL ou autre. Normalement, la théorie veut que les triglycérides, il y en ait beaucoup ici, plus.
puisque c'est l'essentiel des graisses absorbées par l'alimentation, mais il y a aussi un peu de cholestérol, bien sûr, mais les triglycérides, il y en a beaucoup plus. Et ces triglycérides, il va y en avoir beaucoup dans les LDL. Les organes vont utiliser ces graisses, soit pour les stocker, soit pour les brûler, l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs si l'insuline est basse. Et dans le HDL, il y aura beaucoup moins de triglycérides. 2 croix ou 1 croix, on va dire, hein, pour comparer. Voilà. Donc au fur et à mesure, ces triglycérides, en plus, vont être utilisés au fur et à mesure du transport. Donc ce qui explique qu'il y en a beaucoup au départ et progressivement de moins en moins, même si l'on n'est pas arrivé à destination. Voilà. Bon, ça c'était la vision classique. Donc un seul message, la particule LDL apporte les graisses, mais il y en a d'autres. Il y a aussi certaines autres particules, mais c'est la particule majoritaire qui va apporter les graisses, que ce soit triglycérides ou cholestérol, aux organes. Et le HDL, c'est la particule majoritaire, la lipoprotéine majoritaire, qui va ramener l'excès pour être éliminé, si possible, par le foie ou stocké éventuellement dans le foie. Certains cas, notamment si c'est des huiles polyinsaturées oxydées qui ne sont pas reconnues en fait par la destination. Parce que si vous avez une plaque d'immatriculation qui s'est un peu oxydée, votre lecteur automatique de plaque, il va dire qu'il ne reconnaît pas la voiture. Et donc votre voiture, elle va tourner jusqu'à continuer à être oxydée, et elle se dépose fatalement à un moment donné dans des parties enflammées du corps, comme certaines artères. Voilà, et donc ça c'est le principe de base de la création de l'athérome, mais ce n'est pas le cholestérol en lui-même, hein, comme on l'explique dans une vidéo sur l'ancienne théorie lipidique, hein, qui nous avait été proposée dans les années 60 et qui a fait l'objet des recommandations des années 70, et avec toutes les conséquences en termes de syndrome métabolique derrière. Donc voilà pour ce qu'il en est un petit peu de ce schéma. Et donc nous, on va s'intéresser dans le bilan lipidique, parce que c'est bien beau tout ça, mais nous, on va s'intéresser aux triglycérides, évidemment. On va s'intéresser également au cholestérol total, mais aussi en fonction de là où il provient, c'est-à-dire, enfin de là, des particules, des lipoprotéines dont il provient, le LDL cholestérol et le HDL cholestérol. Déjà ça, c'est intéressant. On peut aller plus loin parce que sur ces plaques d'immatriculation, il y a des mutants particuliers. Il y en a un qui s'appelle LPA pour la lipoprotéine A, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle l'apolipoprotéine. Voilà, ça c'est une apolipoprotéine, la plaque d'immatriculation. Mais c'est des choses qui ne me semblent pas pertinentes parce qu'on a pu montrer que même si la lipoprotéine A, et je parle bien de la LPA, cette LPA augmente le risque cardiovasculaire, mais en fait pas autant qu'on croyait dans les premières études, et en fait c'est totalement dépendant du régime alimentaire, comme c'est le cas pour certaines mutations d'ailleurs qu'on retrouve dans l'Alzheimer, avec la POE4 ou des choses comme ça. Oui, il y a un surrisque global, mais en fait qui est tellement variable d'une personne à l'autre en fonction de ce qu'elle va faire de sa vie, qu'il me paraît inintéressant, voire presque inintelligent d'en parler. Donc place au bilan lipidique à proprement parler, on attaque. Donc je vais faire un peu de place, je vais essayer de garder un peu le schéma. Alors on va différencier des cas de figure caricaturaux. Le but c'est pas de vous donner des valeurs précises, ça se fait à l'échelon individuel, c'est de la médecine personnalisée, bien sûr j'en fais, mais ça, là à proprement parler, c'est vraiment du conseil médical. Là je ne vous fais pas du conseil médical, je fais de l'information médicale, ça n'a rien à voir. Donc pour de l'information, on est obligé de rester large pour ne pas dire trop de bêtises, même si on en dit forcément un petit peu parce qu'on est obligé de caricaturer. Donc on va différencier 3 paramètres pour nous, pour le bilan lipidique, hein, parce que ça ne s'interprète pas sans une insuline à jeun ou au moins une hémoglobine glyquée, etc. Bon, néanmoins, pour ce qui est du bilan lipidique, on va donc différencier, pour ce qui nous concerne, les triglycérides du cholestérol HDL, du cholestérol LDL. Je ne parle pas du cholestérol total, parce que c'est le moins pertinent de tous les paramètres. On pourrait éventuellement faire une parenthèse à la fin, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Le marqueur le plus important, et de loin, vous l'avez compris, parce que vous avez, je pense, tous vu ce qu'on fait depuis un certain temps, la dernière vidéo sur le syndrome métabolique, mais aussi d'autres vidéos, de nombreuses autres vidéos, où on parle du syndrome métabolique et de l'hyperinsulinisme, peu importe, on parle de près ou de loin d'un marqueur qui est les triglycérides. Voilà, s'il y a vraiment un marqueur qui est dangereux, c'est les triglycérides. Je vous ai expliqué pourquoi la dernière fois. Le HDL, c'est l'historiquement bon mauvais cholestérol. Et effectivement, c'est pas qu'il est bon, il est indispensable. Et de nombreuses études sur le sujet, qui sont globalement jamais ou très peu démenties, montrent l'importance du HDL. C'est vraiment un bon marqueur de santé, ce HDL. Et depuis longtemps, il était un bien meilleur marqueur que le LDL, qui s'est révélé être un mauvais paramètre, un très mauvais paramètre.
Voilà, donc le HDL, il faut qu'il soit suffisamment haut. C'est un très bon paramètre. Et donc, si vous voulez, si on devait vraiment caricaturer à l'extrême, on dirait danger pour les triglycérides, je suis content du HDL et je suis neutre, totalement neutre, voire plutôt content du LDL. Voilà comment on pourrait caricaturer nos trois protagonistes. C'est une histoire à trois, ça va être vite réglé. Donc, premier cas de figure, j'ai des triglycérides élevés. Élevés, je ne vous donne pas de valeur exprès parce que c'est trompeur, mais élevé, c'est plus d'1,50 g par litre, ça c'est sûr, mais même déjà, si on fait de la médecine personnalisée anti-âge, on aura des valeurs bien plus faibles, on sera beaucoup plus exigeant. Donc des triglycérides, moi par exemple, les miens, ils sont en dessous de 0,8 g par litre. Donc des triglycérides élevés, beaucoup élevés notamment, un HDL, quel que soit son taux, peu importe, et LDL, peu importe, là c'est un marqueur, donc attention que le HDL soit haut ou bas, et que le LDL soit haut ou bas, si les triglycérides sont élevés, c'est embêtant. Voilà. Deuxième cas de figure, les triglycérides sont un peu élevés, le HDL un peu élevé ou normal, et le LDL, peu importe sa valeur. Là, ce qui va être important, c'est le ratio, et on va faire un ratio triglycérides sur HDL, ou HDL sur triglycérides, et on le dit à l'inverse. Et ce ratio est vraiment intéressant. Il n'y a pas de valeur consensuelle. Il faut que donc les triglycérides qui sont au numérateur soient assez bas et le HDL au dénominateur soit assez haut, ce qui fait un ratio assez faible. Il est assez faible en général, inférieur à 1,3 notamment chez l'homme, et chez la femme on est plus exigeant parce qu'elle a naturellement de meilleurs taux, donc si les taux varient c'est déjà une anomalie. Et sur de la médecine personnalisée vraiment exigeante, chez les femmes, moi j'ai plutôt tendance à me fixer inférieur à 1,1. Voilà. Bon, ça c'est les ratios qu'on va utiliser dans ce cas précis, et on va l'utiliser dans un autre cas. Si les triglycérides sont relativement bas, mais que le HDL est relativement bas aussi, quelle que soit la valeur de LDL, on va avoir recours à cet index quand même pour vérifier ce rapport. Là, c'est pour affiner dans des cas vraiment particuliers. C'est des cas assez rares. Enfin, dernier cas de figure, les triglycérides sont très bas. Donc, on serait normalement très content, mais il y a un autre problème. C'est que le HDL est également très bas et le LDL aussi. Voilà, et dans ce cas-là, c'est très embêtant en fait, c'est-à-dire qu'il y a une baisse totale de tous les lipides et ça se rencontre notamment chez des gens qui mangent mal mais plutôt hypocaloriques et qui sont fumeurs par exemple, qui sont souvent minces à l'extérieur mais gras à l'intérieur, les fameux keto dont nous parlons souvent. Donc ça c'est très embêtant et c'est vraiment un profil, alors on peut faire le ratio mais au-delà de ça, ces profils-là se rencontrent assez souvent et notamment sur la baisse très forte du soi-disant mauvais cholestérol qui en fait est essentiel pour une bonne santé. Et bien sur ces profils-là, il y a un surrisque bien connu de maladies neurodégénératives. Voilà, donc peu de cholestérol, peu de triglycérides, tout est à la baisse. Donc chez ces gens-là, méfiance. Hein. Bon, voilà ce que je pouvais globalement vous dire sur le bilan lipidique. Alors j'ai mis des flèches exprès, mais est-ce que c'est trop abstrait ou pas pour vous? Je n'en sais rien. Est-ce que ça répond à la question ou non? Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si mes triglycérides sont très élevés, quelles que soient mes valeurs de HDL et de LDL, c'est un vrai problème en soi. Si les triglycérides sont un peu élevés ou un peu diminués, c'est-à-dire à des valeurs autour d'1 gramme par litre, par exemple, entre 1 et 1,5 g par litre, là, le HDL va être assez déterminant pour calculer le risque total et le LDL ne doit pas être trop bas en général. Il est plutôt élevé et c'est rassurant. Il y a le cas où les triglycérides sont très bas, mais dans ce cas, attention de bien vérifier que ça n'est pas ce cas de figure-là avec la baisse et du HDL et du LDL, que ce ne sont que les triglycérides qui sont bas et que le HDL et le LDL soient bien à des taux suffisamment élevés parce que sinon, là, on a vraiment un profil à risque. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. J'espère que j'ai répondu à vos questions sur le bilan lipidique. Alors, bien sûr, on peut toujours aller plus loin. Et si vous voulez vraiment aller plus loin ou que votre médecin est un peu sceptique parce qu'il n'a pas remis en cause ce qu'il avait appris en fac de médecine et qui est inchangé depuis à peu près 40 ou 60 ou 50 ans, eh bien, vous pouvez lui demander de faire un dosage supplémentaire. Alors là, c'est un dosage un peu d'élite, quelque part, enfin, dosage luxe, concerne les particules de LDL, pas du tout leur cholestérol, pas du tout. Les particules, les lipoprotéines. Et donc, avec
idéalement le pourcentage de ces lipoprotéines qui seraient oxydées, qu'on appelle des LDL OX ou OXLDL en anglais, les LDL oxydés. Voilà. Et là, c'est intéressant parce que c'est des particules oxydées ici, et vous souvenez-vous, quand c'est oxydé, là, c'est embêtant. C'est très embêtant. Et qu'est-ce qui les oxyde? Souvent d'ailleurs quand ça contient beaucoup d'acides gras polyinsaturés, dont les oméga 6, dont des oméga 3 et 6 issus de végétaux, d'huiles végétales qui ont été du coup oxydés en étant pressés, même sur une pression simple à froid. Hein. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les huiles végétales et même pour les huiles bio, première pression à froid. Attention à l'oxydation de tout ça. Donc oui, ça c'est un vrai marqueur du risque cardiovasculaire, c'est vrai. C'est difficile à faire et souvent on fait des anticorps anti-LDL oxydés, mais ça c'est un très mauvais marqueur. Je ne rentre pas dans le détail là-dessus, on en parle un petit peu dans notre formation sur les dosages sanguins avancés. Voilà, donc LDL oxydé, une variante, ce serait de faire le nombre de particules de LDL, ce qu'on appelle PLDL pour particules LDL. On peut aussi s'amuser à calculer leur densité au sein de ces LDL, parce qu'en fait, même si elles sont censées être à basse densité, elles ont une hétérogénéité de densité, et les plus denses à l'intérieur sont les plus dangereuses. Mais en même temps, s'il y a beaucoup de plus denses, normalement, ça se voit sur le nombre total de particules de LDL, de ce transporteur, ou ça se voit au pourcentage de ce transporteur qui est oxydé. Voilà, donc ça c'était pour aller plus loin. Et pour le coup, la documentation avec le risque cardiovasculaire est parfaitement établie ici, alors qu'elle ne l'est en réalité pas du tout ici. Et donc c'est pour ça que si vous avez un doute, vous pouvez toujours faire ça, ça peut permettre de convaincre votre médecin et par là même d'emporter votre propre adhésion. Voilà, mais bon, ça ne se fait pas en pratique courante, peu de laboratoires le font, c'est compliqué et onéreux à faire. Bon, il faut réserver ça à des cas extrêmement particuliers. Normalement, ce raisonnement devrait vous permettre d'y voir plus clair. Et si vous rajoutez à ça une insuline normale, donc mesurée par une insulinémie à jeun ou des tests dynamiques, etc. Il y a différentes façons de la mesurer. Eh bien alors, d'un côté, insuline normale qui témoigne d'une bonne sensibilité à l'insuline et d'autre part, un bilan lipidique qui est bien parce que les triglycérides sont relativement bas et le cholestérol HDL et LDL sont suffisamment hauts. Et là, globalement, on est franchement rassuré. Voilà. Bon, si vous avez d'autres examens, mais simples, qui vous posent question, écoutez, dites-le nous, on essaiera d'y répondre. Dites-moi aussi si c'était clair, on a essayé de faire des améliorations pour le tableau, j'ai essayé de prendre en compte toutes vos remarques, et je vous remercie pour vos remarques de la vidéo précédente. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des suggestions, à dire si ça vous a aidé à y voir un peu plus clair, et puis s'il persiste des doutes ou des améliorations que je peux faire facilement, je les ferai bien entendu. À bientôt, prenez soin de vous.